suis Michel Beaumont de la FADOC et l'émission qui suit est notre projet d'accès. Bon visionnement! La FADOC Région de Québec et Chaudière-Appalaches est fière de vous présenter l'émission Ça passe trop vite. Passer vite, ça passe vite, c'est sûr. On voit pas les semaines, surtout depuis que je suis rendu ici. Moi, là, ça fait pas longtemps, là. Mais ça a beaucoup changé. Une des différences que je peux voir entre la génération d'aujourd'hui puis la mienne, c'est peut-être au niveau de la persévérance. Les jeunes, ils ont tiré un peu des conclusions de voir leur père ou leur grand-père travailler comme des déchaînés, pas avoir le temps de rien faire à part travail. Le temps n'est pas mis à la même place. Je trouve que c'est tellement pauvre, en fait, de relations humaines, contact, là. Ils veulent vivre leur vie plus immédiatement que nous autres. Le temps où on avait la période de désir, et puis là... La différence entre ma génération puis les jeunes ou mes enfants, si tu veux, c'est, je pense qu'eux autres, ils vivent plus l'urgence des situations. La différence qu'il y a entre les jeunes et nous autres, c'est la technologie. Je trouve qu'aujourd'hui, on est piton tout le temps. C'est l'électronique tout le temps. On est dans une génération, on est supposé être en relation avec tout le monde. L'écart entre les générations, il est peut-être encore plus là par rapport à la consommation. On aime mieux acheter du fait que de le faire. Ils veulent quelque chose que nous autres, on a rendu à notre âge, mais que ça a pris 30 ans, 40 ans avant d'avoir. Et la consommation est différente. Dans mon temps, on prenait plus de temps à réaliser des projets. Actuellement, il faut que ce soit demain matin, ça c'est plus tard. Ah, attends, t'aurais-tu 25 cents? J'ai un téléphone à faire. 25 cents pour un téléphone? Ben, Génie, ça fait bien 20 ans que je n'ai pas fait d'appel dans une cabine téléphonique. Ben oui, puis ah ouais, j'ai un téléphone à faire. OK, regarde, je vais faire mieux que ça. Je vais te prêter mon cellulaire parce qu'on est en 2017, Génie. Merci. Cette semaine, notre panel s'interroge sur les différences générationnelles. Pierre, Lise et Claire sont trois aînés hyperactifs qui constatent une évolution chez les jeunes, pour le meilleur et pour le pire. Sauront-ils aller au-delà des idées reçues? Vous êtes tous les trois des baby boomers. Comment percevez-vous les jeunes d'aujourd'hui? Je les trouve pas mal plus occupés que... différemment. Ils sont occupés différemment de ce que nous, on était. Ils sont très sollicités par la publicité Internet. L'électronique prend une grande place dans leur vie, contrairement à nous. J'ai vécu des grandes périodes, moi, sans télévision, sans téléphone, puis je vivais très bien. Je suis pas si vieille que ça. C'est plus rare aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous vient spontanément, c'est ça? Qu'est-ce qui est le plus frappant, en fait, quand vous regardez les générations qui suivent? Est-ce qu'il y a quelque chose d'emblée qui vous... Entre autres, moi, je trouve que ils ont des valeurs... C'est comme s'il y a des valeurs qui reviennent à la mode. C'est surprenant parce que sont tellement opposés à nous autres, mais d'un autre côté, il y a des valeurs. Par exemple, au niveau du travail, ils vont accepter des travaux, mais il faut que tu fasses attention aux conditions qui vont avec. Ils sont pas prêts à tout miser sur le travail. Alors que dans notre temps, tu travaillais pour un employeur puis tu t'attendais à faire ce qu'il fallait. On est aussi dans une société de consommation, hein, parce que les jeunes, à l'époque que vous étiez plus jeunes, vous n'aviez pas accès à autant de choses que les jeunes ont accès aujourd'hui. Et la différence aussi, c'est que dans ce temps-là, on avait le temps d'avoir un besoin d'un objet. Là, il n'y en a pas de temps. Ils nous créent un besoin, puis on dit « il nous le faut », mais en plus de ça, ils nous le financent. Fait que c'est facile de dire oui Vivre à dans ça. l'abondance. L'abondance, oui, à cause de tout ça. Puis à cause de ça, tu sais, les jeunes, je te donne un exemple, ils partent en loyer, ils s'en vont en appartement, et il faut qu'ils s'équipent avec du neuf. Comprends-tu? Ils ne seront pas capables de se contenter de la table de la grand-mère puis du fauteuil de mon oncle, puis pour partir. Tu sais, nous autres, on disait ça pour commencer. Non, eux autres, ils commencent, mais ils veulent commencer d'aplomb. Toi, Michel, pratiques-tu la simplicité volontaire? Non, moi, je suis pas mal esclave de la consommation. Oui. On va au restaurant, on s'achète des jeux, on fait des loisirs. Non, moi, je pense qu'on fait rouler l'économie à souhait.
Moi, je pratique pratiquement tout du recyclé chez nous. Là. Moi Beaucoup, aussi. beaucoup. Puis je fais du neuf avec du vieux, que ce soit en couture, avec n'importe quoi. Là. Je prends plaisir à défaire ce qui est vieux pour en refaire du neuf, puis l'associer. Puis je le fais à mon goût. Puis je me fiche un peu de la mode aussi. Mais qu'est-ce que vous pensez que ça change, ça, sur le comportement des jeunes? Est-ce que ça a une influence, avoir accès à tout comme ça? Ça prend de l'argent pour pouvoir consommer. Donc, les familles, il y a 2 salaires. Les 2 travaillent, ils partent tôt le matin, arrivent tard le soir. Moi, je vois ça dans ma rue, là. Ils ont des grosses voitures, des grosses maisons, alors que nous, on s'organise avec ce qu'on a, puis ça fait très bien l'affaire. Pourtant, vous avez, excuse-moi, Michel, vas-y. pourtant, vous avez une réputation, les baby boomers en général, là, de consommer, d'être des gros consommateurs. Je fais des choix. De façon générale, là, est-ce que vous pensez là, que le mode de vie des jeunes est appelé à s'améliorer ou à se détériorer si on compare avec autrefois? Le niveau de vie, plutôt. Ah, ça, j'aime pas ça entendre ça. Dans le sens que c'est pas pire ou mieux, c'est différent. OK? Et ils vont apprendre à vivre avec les conséquences de ce qu'ils font comme choix. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait, nous autres? On a fait la même chose. On a sacrifié des choses, on a priorisé des choses, puis finalement, ben on est heureux ou pas heureux avec nos choix, mais on a à vivre avec de toute façon. Puis ça changera pas. Alors, pour ça qu'on ne peut pas avoir peur de pauvres jeunes à l'avenir avec qui s'en gardent. Là, ils sont aussi intelligents que toi, là. Fait qu'ils vont se débrouiller avec des nouvelles conditions. Nathaniel, d'un point de vue général, est-ce que le niveau de vie des jeunes est appelé à s'améliorer ou à se détériorer avec les fils des ans? Bon, l'indice qu'on a fait, l'indice d'équité intergénérationnelle, c'était vraiment d'aller chercher, on regardait les 25-34 ans, et au fur et à mesure du temps, les 25-34 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières 40 années? Ce qu'on constate, c'est que généralement, les 25-34 ans, leur niveau de vie s'est amélioré selon une foule de facteurs. On en a mesuré environ 31. OK. Fait que c'est généralement positif en termes de comment ça a évolué dans le temps. Il y a plusieurs bémols, parce que ce qui est intéressant avec un indice, c'est de regarder chacune des composantes et voir à quel point certains facteurs ont influencé plus que d'autres, certains qui sont plus positifs que d'autres. Mais si on parle du futur, je dirais que la tendance est bonne. Donc, vous comparez ce qui se passait autrefois avec ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Mais là, on parle, exemple, pour le travail ou pour l'économie. Quelle statistique vous avez là-dessus? Bon, la statistique de base, c'est que, mettons qu'on regarde les revenus, on constate que le revenu en dollars constant s'est amélioré pour les 25-34 ans. C'est-à-dire que les 25-34 ans, il y a 40 ans, mais peut-être pas mes grands-parents, mais mes parents au moins, avaient un revenu qui est un peu moins élevé que les 25-34 ans aujourd'hui. Ouais. Le taux de chômage a diminué, la période de chômage a également diminué, mais... Est-ce que ça tient compte de l'inflation, oui. tout ça? Quand je parle de dollars ajoutés, c'est ça. On tient compte de l'inflation. C'est comme si c'était des dollars de 2015 ou 2012, mais en 1976. Okay. Parce que si on parle, par exemple, de l'emploi, autrefois, on entendait souvent des aînés qui disaient « Ah, bien, nous autres, dans notre temps, on travaillait. » Ou à l'inverse, il y a des jeunes qui disent « Bien, c'était facile, eux autres, il y avait de la job. » Mais les jeunes croient qu'il n'y a pas de job actuel aujourd'hui, sauf que vos statistiques disent le contraire. Présentement, les statistiques, c'est que c'est relativement bon pour les 25-34 ans. C'est sûr que ça aurait été intéressant de mesurer certaines autres affaires, par exemple, à quel point est-ce que les gens quittent le marché de l'emploi ou vont dans des emplois pour lesquels ils n'ont pas leur formation. Parce que quelque chose qui est très clair, c'est que les 25-34 ans aujourd'hui ont beaucoup plus de formation que les 25-34 ans d'il y a 40 ans. Mais généralement, le portrait de l'emploi semble bon. En revanche, quelque chose qu'on peut déjà observer, c'est que le salaire, la partie de la richesse que les gens avaient il y a 40 ans, est moins importante que présentement. C'est-à-dire que les 25-34 ans dans le temps avaient une plus grosse part de la richesse que les 25-34 ans aujourd'hui. OK. Puis, qu'est-ce qui peut menacer le niveau de vie futur des jeunes? Quelque chose qui est assez clair quand on regarde nos statistiques, c'est nécessairement l'accession à la propriété. Ouais. Dans le temps, un salaire médian, c'est-à-dire on élimine les extrêmes, on regarde un peu, en général, les gens vont avoir un salaire autour de quoi? Le médian, il est en plein milieu. Oui. Ça donne une meilleure éducation, c'est quoi le salaire auquel les gens peuvent s'attendre. Un salaire médian, une maison coûtait environ 5 fois le salaire médian. En moyenne, une maison coûtait 5 fois le prix d'un salaire médian, le revenu d'un salaire médian, tandis qu'aujourd'hui, c'est déjà 8 fois. Oui, le prix des maisons a vraiment augmenté. Donc, à l'époque, c'était plus facile d'avoir accès à s'acheter une première maison, contrairement à aujourd'hui.
Oui, c'est ce que ce genre de chiffres nous indique. Ouais. Mais c'est sûr que quand on compare d'autres indices, il y a quand même moyen d'être enthousiaste. Au niveau environnement, au Québec, ça s'est amélioré. Le taux de criminalité, la santé mentale, généralement, le portrait est positif. OK. Puis est-ce que ces données-là, par rapport à votre indice, là, est-ce que vous mettez les données à jour régulièrement? On a un petit groupe, on fait ça vraiment par passion, en quelque sorte. On est intéressé à participer avec notre expertise économique au débat public. C'est quand même beaucoup de travail faire un indice à chaque fois. On en a fait 2 éditions. On a fait l'édition en 2014, on en a fait une en 2016. La 2016, d'ailleurs, on a rajouté quelque chose, on a fait une comparaison avec l'Ontario. Et quelque chose d'intéressant à mentionner, c'est que l'écart entre les jeunes Québécois et les jeunes Ontariens semble s'être rétréci avec notre indice, selon ce que nous apprend notre indice. Merci beaucoup, Nathaniel. Ça m'a fait plaisir. Il y en a, oui, qui disent que la génération d'aujourd'hui, c'est juste des jeunes qui la technologie et tout. Mais je pense qu'il y a un bon côté à la technologie aussi parce que ça va nous faire avancer dans des scientifiques et des trucs comme ça. Je pense, oui, il y a un mauvais côté, mais aussi un bon côté. Mais en général, je pense que les personnes âgées ne jugent pas les jeunes. Bien, moi, je trouve que les plus vieux ne jugent pas vraiment les jeunes parce qu'il y en a beaucoup qui acceptent vraiment le changement parce qu'on n'est vraiment pas la même type de génération. Il y a un gros changement entre eux et nous. Moi, je pense que la plupart nous acceptent et comprennent qu'on n'est pas pareil comme eux. Là. Avant, c'était plus strict, je pense. Tout était un peu plus strict avant. Il y avait moins de liberté. Il y avait moins... Par exemple, les femmes, il y avait moins le droit d'opinion et de vote aussi. Oui, il y a une expression que ma mère aussi, elle utilise, sucirse. Je sais pas c'est quoi, c'est quand ils vont chez Sears, là, ils disent sucirse, on va aller sucirse. Puis moi, j'ai jamais utilisé ça, mais ils utilisent ça souvent. Qu'est-ce que vous pensez de l'implication des parents auprès de leurs enfants aujourd'hui? On a Michel, par exemple, qui amène ses filles 4 fois par semaine au patin. Les parents sont quand même impliqués, ils vont dans des cours, peut-être même que c'est trop. Qu'est-ce que vous pensez? En tout cas, moi, je trouve que les enfants sont au centre de la société. Parce que moi, je vois, quand on était jeunes, les parents, on avait 2 tables de cartes. Quand les enfants avaient besoin, ils allaient demander aux gens qui jouent autour de cartes, les oncles, les tantes, tout ça. Puis après ça, ils en revenaient. Maintenant, là, tout le monde, tous les adultes sont autour d'une pièce et les enfants sont au milieu puis ils jouent. Ça, c'est vrai. Les enfants étaient mis de côté. Il y avait la table des enfants puis c'était organisez-vous. Puis, mais aussi, on allait, si on avait besoin, on y allait. Si on n'avait pas besoin, on n'y allait pas. Mais là, c'est pas ça, là. Ils sont au milieu puis tout le monde est-ce que vous considérez qu'ils ont trop d'attention? C'est ça. C'est la société. C'est la société, c'est nos enfants. On n'en a pas beaucoup. 2 ou 3 par famille. Fait que ça... Ils ont un horaire aussi. Ils ont l'horaire de l'école, l'horaire du service de garde. Tout est structuré. Ils n'ont plus le temps de jouer avec des boîtes de carton et des pelles comme nous, on faisait dans le temps, là. Parce qu'ils sont au service de garde, les parents travaillent. Puis si on aborde maintenant la question du rapport au travail, comment ça a évolué? Comment les jeunes abordent le travail aujourd'hui? On entend beaucoup de choses. Il n'y a pas de grand sentiment d'appartenance avec une compagnie, comparativement à nous autres. Nous autres, on allait là, puis c'était notre poste, puis presque pour la vie, si on était capable. Là, c'était... La persévérance aussi. La persévérance, oui. À garder un emploi, là. Oui. Puis la résilience qu'on avait, ça allait bien ou ça allait pas bien, on se disait, bien, on continue, puis il y a de l'espoir. Mais vous restiez au même emploi quand même. Oui. Puis Pierre, vous me disiez aujourd'hui, les parents même s'impliquent dans la démarche d'embauche des enfants. C'est quelque chose. Dans la démarche d'embauche, parce qu'on a des connaissances de notre âge à peu près, qui engagent des jeunes de 17 ans, quelque chose comme ça. Là. Et les parents y appellent. Bien, quand le jeune est tanné, il ne veut plus venir, c'est déjà arrivé. Le parent a appelé pour dire tu enverras son 4 par la malle. C'est pas lui qui t'a engagé. Mais là, est-ce que ça va pas créer des enfants moins autonomes que vous autres à l'époque? Bien, c'est-à-dire que pour l'instant, ils vont l'être moins, c'est sûr, parce qu'ils ne l'apprennent pas, mais la vie va se charger d'eux, là, comme elle l'a fait pour nous autres. À un moment donné, là, tu frappes, cling. Tu frappes ton mur. Le mur, ou tu as une épreuve majeure que tu peux pas faire le tour. Donc, tu dois passer. Je trouve que les épreuves nous ont façonnés aussi. Nos parents n'étaient pas toujours là. Il n'y avait pas autant de protection, autant de barrières. On se faisait mal, on se débrouillait. Je trouve qu'on avait... La vie a fait en sorte que ça nous a comme modelé à être plus résistants.
mais c'est mon point de vue à moi, là. Je trouve qu'on a été modelés à être plus résistants à confronter certaines épreuves. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui sont un peu dans la ouate. Il y a des caricatures de ce temps-ci dans les journaux où on voit le jeune à l'école, puis le parent, l'enseignant dispute l'enfant, puis le parent est en arrière pour disputer l'enfant. La caricature de ce temps-ci, c'est que le parent va à l'école pour engueuler le prof, là. Mais par rapport au travail, est-ce que c'est pas justement positif le fait qu'on ne sente pas tout sur le travail? La conciliation travail-famille, c'est très important pour nous. Tu sais. Bien, je trouve que c'est vrai ce que Claire dit, en un sens que mais je trouve qu'ils sont aussi plus indépendants, puis c'est peut-être pas mauvais. Ils vont trouver leur propre voie à travers ça. Parce que nous autres, ton père te trouve un job, des fois, tu es dans le temps, là, et puis t'étais mieux d'avoir une crime de bonne raison pour la lâcher. Puis la plupart du temps, il disait, quand t'en auras une autre, tu partiras. Tu lâches pas ta job. Tandis qu'aujourd'hui, regarde, on a la possibilité je suis pas avec de toi, faire. m'en aller ailleurs. Fait que tu dois faire, l'employeur doit de plus en plus faire attention aux conditions dans lesquelles il va faire travailler son monde. L'accueil, etc. Tu sais. Monsieur Fleury, quand les plus vieux parlent des plus jeunes, de leur rapport au travail, on entend beaucoup de choses. Par exemple, les jeunes ne sont pas vaillants, ils veulent faire le minimum, ils sont toujours sur leur téléphone, etc., etc., j'en passe. Est-ce que notre rapport au travail a vraiment évolué? Bien, le rapport au travail, il change comme à chaque période, à chaque époque, il y a un travail, mais il change pour toutes les générations. Évidemment, c'est sûr que le contexte actuel amène à voir les jeunes avoir un certain rapport qui puisse être spécifique, mais on a généralement tendance à oublier quand on vieillit comment on était nous aussi quand on était plus jeune. Mais évidemment, bon, il y a eu des changements dans la société et dans le milieu du travail qui fait en sorte que les conditions dans lesquelles on va s'insérer sur le marché du travail ont changé. Je pense entre autres au travail des femmes qui, maintenant, bien, c'est les deux conjoints de travail. Bien, évidemment, c'est une nouvelle dynamique éventuellement qui va faire en sorte que il n'y a pas quelqu'un à la maison pour s'occuper des enfants du domicile. Et donc, évidemment, bien, il y a une certaine conciliation qui doit s'exercer. Mais les baby boomers aussi se le faisaient dire, ils étaient contestataires, vous devriez travailler. Leurs parents leur disaient la même chose. Exactement, oui. Puis on s'inquiétait beaucoup. Il y a, justement, dans les années 70, il y avait un ouvrage justement sur l'allergie au travail. On parlait justement de la jeunesse du baby-boom qui, justement, on accusait de ne plus vouloir travailler et puis de remettre en question, justement, l'importance du travail. Donc, c'est pas nouveau. On remet même aussi certains, bon, ça à vérifier, mais Platon aussi aurait écrit quelque chose sur les jeunes qui n'étaient pas vaillants, etc. Donc ça date. Cyclique. Ça date, c'est tout le temps. Mais est-ce que, bon, on parle beaucoup de la génération Y, ça les gestionnaires en parlent énormément. Vous avez publié un essai là-dessus. Est-ce que vous remettez complètement en question ce concept-là des générations et par rapport au travail, notamment? Oui, bien, en fait, c'est ça, un article que j'ai publié avec mon collègue Sylvain Luc des relations industrielles qui, justement, on remet un peu en question, en fait, toutes ces études ou ces discours générationnels qui accuseraient une génération de dire, ben voilà, elle ne veut plus travailler, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de travaux empiriques qui montrent que finalement, dès qu'on essaie de valider à partir de trancher entre les effets d'âge, des fois, il y a simplement parce qu'ils sont jeunes, entre les effets de période, qui, bien, c'est un contexte économique, mais quand on commence à essayer de vérifier ces tendances générationnelles, elles ne tiennent généralement pas la route et souvent, ça s'explique justement soit par la période simplement ou par l'âge, le jeune âge, en fait. Et le fait que le jeune âge, vous disiez, les jeunes sont surtout dans l'émotion. Donc, s'il arrive une adversité au travail, ils vont avoir plus réflexe à abandonner tout de suite, à quitter l'emploi. Et donc, c'est pas nécessairement que c'est notre génération présentement, mais plutôt parce qu'ils sont jeunes. Parce qu'ils sont jeunes, c'est ça, comme c'était le cas des générations quand ils avaient le même âge, et puis qui peuvent éventuellement, peut-être l'avantage d'un contexte qui permet éventuellement de dire, bien, les emplois sont un petit peu moins rares qu'ils pouvaient l'être dans les années 80. Bien, évidemment, on peut peut-être se permettre peut-être moins d'impact que de quitter un emploi. Mais est-ce que les jeunes doivent quand même s'attendre, comme on l'entend souvent, à devoir faire plus d'un métier dans leur vie? On ne peut pas s'attendre aujourd'hui à occuper le même emploi tout au long de leur vie, comme ce fut le cas des
baby boomers qui nous ont précédés? Des premiers baby boomers, mais disons que ça fait quand même plusieurs années, voire des décennies, qu'on n'a plus une carrière unique. C'est vraiment, on n'est plus dans le modèle d'une carrière, d'un emploi occupé à vie avec une certaine, même une progression dans le cadre de l'entreprise. Donc, ça fait en fait depuis assez longtemps en fait que cette carrière linéaire en fait n'existe plus. Et donc, c'est plusieurs emplois, c'est parfois aussi des retours à l'école, des périodes de sabbatique, etc. Donc, ça a changé, oui. Donc, attention aux généralisations, aux généralités, pardon, mais ça reste... Est-ce qu'on peut dire quand même, en voilà une généralité, est-ce que les jeunes sont travaillants? Bien, ils sont, à preuve du contraire, ne sont pas moins travaillants que les générations précédentes, mais ils le font dans un contexte différent. Bien, merci. Ça fait plaisir. Les liens intergénérationnels sont non seulement possibles, mais ils sont hautement souhaitables. Compte tenu de l'augmentation très importante de l'espérance de vie, les relations entre la jeune génération et la génération plus âgée risquent de s'étendre, de se poursuivre plus longtemps, sur une plus longue période. Prenons l'exemple du travail. Les personnes âgées vont demeurer à l'emploi plus longtemps, vont prendre leur retraite à un âge plus avancé. Même le gouvernement a mis en place des incitatifs pour les encourager à le faire, donc prendre leur retraite à 67 ans, ce qui risque d'avoir comme conséquence que les jeunes vont avoir encore plus l'impression de se faire voler leur emploi. On aurait tout avantage à développer un transfert d'expertise, notamment en mettant de l'avant le travail partagé et possiblement le jumelage des personnes âgées et des plus jeunes travailleurs dans la grille horaire. La génération plus âgée, et particulièrement les baby boomers, sont perçus par la plus jeune génération comme déconnectés, comme dépassés. Une génération qui s'est donné des avantages sociaux qui coûtent cher et qui vont devoir être payés ou assumés par la jeune génération. De leur côté, la génération des personnes plus âgées considère la jeune génération comme insouciante, dépensière, individualiste, consommatrice à outrance. D'un côté comme de l'autre, on peut convenir qu'il s'agit d'une forme d'agisme fondée sur une mauvaise communication. Notre génération, nous, c'était plus lent, c'était plus... tu sais, on apprenait à faire quelque chose avec pas grand-chose. Puis les jeunes, aujourd'hui, ils ont la lune. Je les trouve chanceux de pouvoir avoir tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Nous autres, on a fait une plus belle vie qu'eux autres font. Parce qu'il y a tellement de choses à leur portée pour pouvoir développer toutes leurs compétences. Moi, je suis persuadée qu'ils vont aller très loin, bien différent de ce qu'on avait. Nous autres, c'était rien. Mais je peux pas dire que leur génération est pas bonne. La nôtre était plus sévère, on était plus encadrés. Mais je trouve que les jeunes, il y en a vraiment qui sont très bons. Des fois, ils nous disent, bien, maman, c'était dans ton temps. Qu'est-ce que ça prendrait pour améliorer les communications intergénérationnelles? Avoir plus de présence d'adultes auprès des enfants. Parce que là, actuellement, en garderie, c'est 1,8. Puis au préscolaire, c'est 1,20. C'est trop. Il y a trop d'enfants pour le nombre d'adultes. Il y a trop d'enfants du même âge ensemble. Ouais, éduqués par ses pairs, P-A-I-R-E-S, tu sais. Alors, c'est ça. Mais là, vous parlez dans ça, c'est dans le milieu institutionnel. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres moyens en dehors du milieu scolaire, à la maison, dans les loisirs? Moi, j'ai l'avantage d'avoir une petite voisine qui a 6 ans, qui demeure en face de chez nous. Puis elle traverse pour venir jouer chez nous. J'adore ça quand elle vient. Fait que ça fait comme... c'est un peu comme une grand-mère empruntée, là. Mais vous lui avez montré que vous étiez disponible aussi à la recevoir. Ça va dans les deux côtés. C'est ça. Elle est entrée en première année, elle avait des craintes. Fait qu'elle est venue me demander si je pouvais lui donner un coup de main parce qu'elle savait que j'avais déjà été dans l'enseignement. Puis les liens sont créés. Puis c'est de même que j'ai créé aussi des aidants scolaires parce que je me suis dit, les enfants, les élèves n'ont pas assez, ou les enfants, ils n'ont pas assez de relations avec l'adulte. Puis les aînés sont ensemble,
dans une même bâtisse, pourquoi pas qu'on ne mettra pas une partie où il y a des familles puis une partie où il y a des aînés? Imaginez-vous l'échange qu'il y aurait. Là. Ça, c'est l'organisme que vous avez créé il y a 10 ans qui s'appelle les aidants scolaires. Vous êtes un peu partout, vous êtes même rendu à Montréal. Les trois, vous participez à ça. Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, de côtoyer des jeunes? Qu'est-ce que ça a changé? Vous étiez déjà, vous deux, mesdames, d'ex-enseignantes, mais qu'est-ce que ça vous apporte encore? On se trouve des amis. Vraiment? Ce sont des amis? Oui, puis on se sent utile aussi. Avez-vous l'impression de rester jeune plus longtemps? Oui. Ah oui. On va attacher des patins, on se fait poser plein de questions par les enfants, on va aider les adultes, on peut faire de la sauce à spaghetti avec les enfants, faire du découpage. À un moment donné, j'attachais les patins d'un enfant, puis l'enfant, il dit « T'es la grand-mère de qui, toi? » Je connaissais pas aucun élève, mais tu sais, j'étais une grand-mère à eux autres. Là. Pierre, vous me disiez que ces relations-là intergénérationnelles, ça permet à l'un et l'autre de s'admirer. Puis c'est dans l'action que ça peut se faire. C'est pas de la théorie que ça prend. Ça prend absolument de se côtoyer, d'être à la même place, de faire la même chose, de travailler ensemble, etc. Alors ça, c'est pas de la théorie. Et à force de se côtoyer, là, on vient qu'on s'admire. Parce que ultimement, les aînés, quand tu vois les petits-enfants, on sait que ça revigore un petit peu. Moi, je fais juste voir mes grands-parents, mes parents à moi avec leurs petits-enfants. C'est comme si ça leur rapportait une deuxième nouvelle jeune vie. Mais est-ce que vous sentez le même témoignage des jeunes quand tu vois l'expérience que vous apportez? En tout cas, moi, j'ai l'impression que quand on regarde les jeunes, là, on sent que... Ils disent « Wow! » Tu sais, sur certains mots, ils vont dire « Il est dépassé, le bonhomme. » Ça, c'est facile. Mais d'un autre côté, quand tu leur parles de ce que tu as vécu, de l'expérience... Ils voient la crédibilité derrière tout ça. C'est ça. T'es capable de jouer au soccer, toi? Comment ça, tu sais? Puis là, on est dans l'action, puis on est au-delà des préjugés qu'on peut avoir. Oui, exactement. Bien, merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup. Bon, ben moi, je suis parti. Ah, tu t'en vas déjà? Ouais, ben j'ai une grosse soirée. Faut que j'aille chercher les filles à l'école, le souper, les devoirs, routine du dodo. J'en ai pas mal. Bye. Après ça, on nous dira que les pères sont pas assez impliqués.